Je m'appelle Fabienne. Cette mobilisation du 17 décembre est un succès. Des millions de gens ont manifesté. Nous allons tenter de vous montrer pourquoi cette réforme des retraites serait une apocalypse si elle était appliquée. Nous aurons des interventions d'André Berkoff sur Sud Radio, de Jean-Luc Mélenchon, président du groupe des Insoumis à l'Assemblée, d'Olivier Delamarche, analyste financier, des extraits de la chaîne Le Média, et enfin de François Asselineau, président de l'UPR. Mais tout d'abord, place à notre nouveau générique. Commençons par André Berkoff, sur Sud Radio. Il n'y a pas d'argent. Vraiment ? Aujourd'hui encore, des millions de manifestants qui sont soit dans la rue, soit qui manifestent chez eux parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. La retraite, les points, la capitalisation, la cotisation, l'allègement de l'âge, équilibre, pivot, où en est-on ? Mais il n'y a plus d'argent. Ah bon ? Il n'y a plus d'argent, vous croyez ? Eh bien, vous allez voir. Et oui, il y a de l'argent dans les caisses, et beaucoup plus qu'on le croit. Et tout le monde le sait, mais on le cache. Pourquoi on le cache ? On va en parler. Alors d'abord, c'est quoi ? Où est cet argent ? Eh bien, c'est très simple. Le 12 décembre dernier, il y a quelques jours, Christian Eckert, qu'on avait eu au téléphone, à Sud Radio, de Berkoff dans tous les États, ancien élu local, régional socialiste, député 7 ans, avant d'être, je le rappelle, secrétaire d'État au budget et au compte public de 2014 à 2017, donc il n'y a pas si longtemps que ça, Christian Eckert, il est là, il est dans la place. Et voilà ce qu'il a dit. Une des principales raisons de l'extension et de l'enlisement de cette crise est l'acharnement du gouvernement à tout mélanger. Il met en avant un possible déséquilibre du système pour justifier, de façon à peine déguisée, une incitation, voire une obligation pour chacun de reculer l'âge de son départ en retraite. Comment ? Enfin, Christian Eckert, vous accusez comme ça le gouvernement de mauvaises pensées ? Eh bien, écoutez, alors on vous dit, mais expliquez-vous, ça c'est un procès d'intention. Eh bien non, dit Christian Eckert. Voilà, et il explique. Écoutez bien, auditeurs de Sud Radio, c'est important, c'est un peu technique, mais c'est très important, ça nous concerne tous. La dette de la Sécu a été logée dans une structure appelée Caisse d'amortissement de la dette sociale, la CADES. Tous les ans, la CADES est alimentée par des recettes. La CRDS, des fractions importantes de la contribution de la CSG. Eh bien, en 2020, oui, c'est ça, des impôts. En 2024, alors c'est ça qui est important. Grâce à ces recettes, la dette de la CADES aura été entièrement remboursée. Or, les recettes de la CADES sont estimées à 24 milliards annuels en 2024. C'est-à-dire que tous les ans, sans aucun prélèvement supplémentaire, il y aura 24 milliards en 2024. Vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas seulement pour les retraites. Attention, le gouvernement a le choix, comme dit Christian Eckert, diminuer les impôts de 24 milliards, c'est déjà ça, hein. Affecter ces sommes d'autres actions, par exemple 4 à 5 milliards pour financer la dépendance, mais aussi consacrer tout ou partie de cette somme à gommer les inégalités des retraites. C'est clair. Si vous voulez que l'on compte en trimestre ou en points, etc., il y a des financements, évidemment, de justice, retraite minimale, cas des femmes enceintes, prise en compte de la pénibilité, etc., etc. Mais, ajoute Christian Eckert, compte tenu de la marge de manœuvre énorme suite à la fin de la dette logée dans la CADES, la mise en place d'un âge pivot ou d'équilibre ne s'impose absolument pas. Et il ajoute, j'observe qu'aucun membre du gouvernement ne contredit les faits que je rapporte. Le mutisme des ministres sur ce point est un aveu, l'objectif est ailleurs. Et d'ailleurs, le président de la CADES l'a dit. Voilà ce qu'il a dit. C'est très important parce que il y a de l'argent est là. Au total, c'est une somme de 24 milliards d'euros en valeur 2024, c'est-à-dire dans 4 ans, qui sera disponible, dont 9 milliards au seul titre de la CRDS. Aucun gouvernement ne s'était trouvé historiquement à devoir arbitrer l'affectation d'une telle somme. Alors pourquoi cacher aux Français que 24 milliards de leurs impôts seront disponibles tous les ans à partir de 2024. 24 milliards, c'est-à-dire que ça compense très largement et au-dessus ce que coûtera la retraite. Et voici d'ailleurs ce que disait en avril 2019 Emmanuel Macron lui-même. Écoutez. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays,
franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Alors on va dire, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite. Mais alors, Emmanuel Macron, mais vous parlez d'or, mais ça c'est frappé au coin du bon sens. Mais pourquoi alors toute cette histoire repérée d'abord par l'inénarrable Delevoye, répétée par Édouard Philippe, l'âge pivot, l'âge d'équilibre, le 62 ans, le 64 ans, vous dites vous-même que c'est pas le problème. Et puis vous parlez du chômage, mais pourquoi ne parlez-vous pas de la CADES, des 24 milliards d'euros annuels qui seront disponibles, encore une fois, à partir de 2024. C'est fondamental. Si on ne parle pas de ça, on parle de rien. Franchement, ou alors, mais je n'ose croire de si mauvais sentiments, est-ce que l'État, le gouvernement voudrait siphonner une bonne partie de cet argent pour l'affecter à d'autres choses? Non pas dans leur poche, attention, pas du tout, mais en se disant, voilà, il y a quand même beaucoup d'argent, et ben on va peut-être l'utiliser autrement. Et c'est peut-être ça l'explication, et bien alors dites-le. Maintenant, voyons comment, sur BFM TV, Jean-Luc Mélenchon se fait tout le temps interrompre, lorsqu'il commente les déclarations d'Édouard Philippe, sur le projet de réforme des retraites. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise. Merci d'être notre invité ce soir. Pendant 20 minutes, vous allez réagir aux annonces d'Édouard Philippe sur la réforme des retraites. On va écouter à qui il s'adressait aujourd'hui, plus aux Français qu'aux syndicats. Nous devons donc construire la protection sociale du XXIe siècle en prenant mieux en compte les nouveaux visages de la précarité. Ces nouveaux visages, ce sont ceux de la caissière de supermarché à temps partiel, du livreur à vélo de la plateforme numérique, de l'agent de propreté qui a fini son travail quand tout le monde arrive le matin. C'est l'étudiant qui fait des petits boulots pour financer ses études et rentre de plus en plus tard sur le marché du travail. Je ne suis pas convaincu, mesdames et messieurs, que pour eux, nos trimestres, nos 25 meilleures années, nos régimes spéciaux soient effectivement vus comme la marque du meilleur système au monde. Voilà, il s'adresse en premier au nouveau visage de la précarité. Je ne vais pas refaire la liste, mais il parle de la caissière à temps partiel, du livreur à vélo, par exemple. Ces carrières qui sont parfois hachées. Et quand on l'entend, ce qu'il veut démontrer, c'est que le système sera plus juste pour ces personnes. Est-ce que vous êtes convaincu par cette démonstration? Non, ce n'est pas vrai et ce n'est pas l'essentiel. Mais ce qui est essentiel, puisque c'est lui qui commence là-dessus, c'est qu'en effet, on est un peu une réflexion philosophique. Je voudrais faire remarquer que ça n'a pas toujours été comme ça. La vie n'a pas toujours été faite de contrats précaires, de galères incessantes. Je suis un témoin de ça. J'ai connu une époque où c'était pas comme ça. Donc il ne fait rien contre le travail précaire. Au contraire, les mesures du gouvernement ont toujours poussé à ce que la précarité soit plus facile, les petits boulots, les contrats hachés. Et le fond de l'affaire, c'est ça. Dans quel genre de monde on veut vivre? Depuis que les êtres humains sont là, ceux qui sont dans la force du travail aident ceux qui n'y arrivent plus ou dont on estime que c'est bon, quoi. Maintenant, c'est le moment de se reposer parce que les autres font mieux, plus vite, et puis que ça permet de se reposer. Et là, c'est fini. C'est ça qu'on va interrompre. Ça va être, en gros, le chacun pour soi, chacun sa petite pile, sa petite cagnotte de points, et avec sa petite cagnotte, sans trop regarder ce qui arrive aux voisins, va se débrouiller. La nouvelle essentielle de la soirée, au-delà de tout ça, est la suivante. Dorénavant, la retraite à taux plein, c'est à 64 ans. Jusqu'à hier, c'était 62 ans. Et là, ils disent que 62 ans reste l'âge légal, mais qu'il va y avoir un âge d'équilibre, c'est la nouvelle appellation, à 64 ans, qui va concerner en premier cet âge la génération de 75, mais elle aura à la fois l'ancien système et le nouveau système pour ses droits, et c'est surtout la génération d'après qui sera concernée. En fait, on parle de la génération de 75. Non, mais je vous admire, franchement, de tout mon cœur, mais parce que vous avez réussi à démêler quelque chose d'indémêlable comme ça a été présenté. Mais en attendant, voilà comment ça va se passer. Jusqu'à présent, c'était 62 ans, c'était déjà trop. À mon avis, il faut arrêter à 60 ans. Mais comme à 62 ans, beaucoup de gens n'ont pas la retraite à taux plein, ils attendaient d'avoir le moment
propice. Ça faisait 63 ans et demi. Aujourd'hui, beaucoup de gens partent à 63 ans et demi. Justement, qu'est-ce que ça changera en fait? Aujourd'hui, beaucoup de gens partent à la retraite à 63 ans et demi. Un âge équilibre à 64 ans, ça va pas changer grand-chose. Alors voilà, nous y voilà. Eh ben non, ça change tout. Pourquoi? Parce que la décote, avant, c'était à partir de 62 ans. Maintenant, c'est avant 64 ans. D'accord? Donc, vous n'aurez votre retraite à taux plein que si vous allez jusqu'à 64 ans. Donc, vous êtes pris 2 ans de plus en quelques mots du Premier 63 ans et ministre. demi contre 64, ça fait que 6 Non, mois mais de non, plus. mais attendez. Donc, si c'est seulement à 64 ans que vous avez le droit de la prendre à taux plein, vous allez donc attendre 65 ou 66. Voilà le résultat concret. Donc, ce n'est pas vrai que ça ne change pas grand-chose, sauf pour ceux qui considèrent qu'une demi-année ou 2 ans, ce n'est rien. Mais il y a des métiers où c'est terrifiant, 2 ans de plus à cet âge-là. J'ajoute que... Mais si Jean-Luc Mélenchon, il y a des gens qui ont envie de travailler au-delà de 60 ans oui, voilà, vous en êtes le parfait exemple. Mais la retraite Qu'est-ce qu'on n'a fait jamais pour été obligatoire, mais quand même pensez à ceux qui n'en peuvent plus, parce que c'est quand même la majorité, qui ont eu des emplois physiquement éprouvants, ou bien qui tombent malades du fait de ces emplois, de la durée de temps d'années qu'il faut travailler pour avoir... Il y a seulement 8%, Non, mais attendez, il y a seulement 8% des Français qui cumulent pension et leur retraite et puis un autre emploi, qui le font uniquement par nécessité. Ça veut dire que les autres ont envie de le faire. Pourquoi vous parlez au nom de tous les Français? Il y a peut-être des Français qui veulent travailler au-delà je me de contente 60, d'éclairer voire la de situation. 64 ans. Je vous dis qu'à l'heure actuelle, il faut s'arrêter à 60 ans. Savez-vous à quel est l'âge d'espérance de vie en bonne santé? 63 ans. À 64 ans, on part, c'est-à-dire 1 an après la moyenne de l'espérance de vie en bonne santé. Heureusement pour nous, il y a des gens Maintenant, qui sont elle est de en 20 bonne santé. ans. À partir du moment où on prend la retraite, cette espérance de vie, elle est de 20 ans. Vous et moi, Elle nous était de sommes 5 au ans chaud. avant, elle est de 20 ans Écoutez, maintenant. Vous et moi, nous Ça sommes au peut chaud, se nous prendre avons en un compte, travail qui fait travailler notre cerveau, ça nous prend beaucoup, on a du stress. Mais ça va, quoi. Physiquement, nous ne sommes pas épuisés. Mais mettez-vous à la place de tous ces métiers où le corps est sollicité d'une manière absolument incroyable. J'ajoute qu'à cela va maintenant venir en plus des causes que personne n'est capable de bien connaître. C'est quoi l'impact de tous ces particules fines que vous avez respirées? Pas moi, parce que j'en ai moins respiré que vous, et j'en respirerai moins que vous. Quelle va être la conséquence de l'air pourri, de l'eau pourrie, des pesticides dans votre alimentation? Tout ça va jouer. Pour le moment. Eh bien, si on le sait, c'est que ça va aller moins bien. Enfin, il n'y a pas de miracle. D'ailleurs, l'espérance de vie tout court, c'est 65 ans. Pour la première fois, elle stagne. Pourquoi? Parce qu'on fait travailler les gens trop longtemps. Elle n'a fait qu'augmenter l'espérance de vie de la personne qui part à la retraite. Maintenant, elle est de 20 ans. Avant, c'était 5 ans. Donc, on peut dire que peut-être que c'est un paramètre à prendre en compte, non? Oui, bien sûr. Mais comme pendant ce temps-là, la richesse du pays s'est accrue encore plus, il y a donc plus pour partager et donc permettre aux gens de partir à un âge où ils puissent profiter de la vie. J'ajoute qu'il y a dans tout ça beaucoup d'hypocrisie parce que on dit qu'il faut que les gens travaillent plus longtemps. Supposons que je vous dise oui. Eh ben alors allons-y. Où est-ce qu'il y a du travail pour quelqu'un de 60 ans et de 61 ans? La moitié des gens qui sont à 60 ans aujourd'hui sont au chômage. Ce qui veut dire que on transfère la charge. C'est plus les retraites qui vont payer les retraites, c'est le chômage. Donc d'ici quelques mois, vous allez m'inviter et je viendrai sur votre plateau vous expliquer pourquoi le régime... Vous avez écouté le Premier ministre et vous avez très bien entendu que le chômage des seniors, il l'a évoqué, il a dit ça c'est un problème aujourd'hui. Il y a le rapport Bellon, je l'attends et ce sujet-là, on va le traiter puisque l'idée c'est de travailler plus longtemps. Le chômage des seniors, on va s'y attaquer. Comment? On l'ignore encore, mais en tout cas, il y a une prise de conscience de sa part. Bon, ben, il y a un travail qui est fait en ce moment. Mais moi, je vous admire. Si vous le croyez sur parole, bravo pour vous, mais pas moi. Moi, ça fait des années que je les vois dire tout ça et ne rien faire. Ça fait des années que je vois qu'on cherche à faire travailler les gens plus longtemps, qu'on ne se soucie pas de leur fatigue, et ce que nous annoncions à un certain nombre il y a quelques années se réalise. L'espérance de vie tout court stagne, et l'espérance de vie en bonne santé, maintenant c'est plus tard. Donc c'est une arnaque. Et les femmes en particulier vont payer cher cette réforme. C'est elles qui prennent le plus cher. Parce que comme ce sont elles qui ont les carrières les plus hachées, eh bien, si vous comptez leur salaire sur l'ensemble de leur vie professionnelle, il y a souvent très peu de progression dedans, et plus sur les 25 meilleures années. C'est déjà un problème aujourd'hui. Il y a 42% d'écart entre la pension de retraite d'une femme et celle d'un homme. Et là, l'idée, c'est qu'il y ait plus de points dès le premier enfant, 5% de plus, et ça ne fait qu'augmenter. À choisir. Vous êtes une femme jeune. Donc vous pouvez imaginer, vous êtes avec votre compagnon, votre compagne, bref. Et voici l'enfant. Au premier enfant, vous avez droit à 5%. Et puis là, le diable arrive. Et il vous dit, oui, mais vous choisissez lequel des deux? Lequel des deux va prendre les 5%?
comment ça se passe dans la vie ordinaire des gens? Ah ben on dit 5%, de la meilleure paye. Si c'est un homme et une femme, clairement c'est l'homme. Clairement c'est l'homme. Et après, comme vous savez, dans la vie, il y a aussi le fait que des fois on se sépare, c'est même le cas le plus courant, et à ce moment-là, on ne met pas les comptes d'aplomb. Donc voilà une deuxième cause. Ensuite, les pensions de reversion. C'est déjà assez triste de perdre son compagnon, mais il y avait toutes sortes de situations où l'on pouvait prendre la pension de reversion à 55 ans. Et j'aime mieux vous dire que c'était pas des fortunes. C'était pas des fortunes. Et bien maintenant, impossible avant 62 ans. Maintenant, vous êtes à la génération moderne, la vôtre. C'est comme ça. Il arrive qu'on se sépare et qu'on refasse sa vie, comme on dit. Bon. Quand on refait sa vie, et après elle termine comme tout le monde, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive à l'âge des pensions de reversion. Eh bien, jusqu'à présent, une femme pouvait avoir la pension de reversion ou la part de pension de reversion de ses époux, de ses compagnons. S'il y en a eu deux, c'est des deux. Maintenant, c'est plus qu'un. Donc, dans tous les cas, sur tous les sujets, on leur gratte un petit peu par ici, un petit peu par là. Ce sera 70%, la situation des femmes va être plus des dure. ressources du couple, donc la pension sera censée, pour ceux qui pourront la toucher, être plus importante. La pension garantie de reversion. Oui, enfin, 70%, c'est déjà le cas. Alors, par conséquent, ça ne change rien. Alors, dans ce cas-là, que pouvons-nous faire? Édouard Philippe a tenté d'expliquer pourquoi il était urgent de réformer. Vous allez nous dire si vous pensez qu'il est urgent ou pas de réformer. Voilà, ce qui nous attend, dit-il, c'est une perte de pouvoir d'achat à la fois des retraités ou encore des actifs, parce qu'on rappelle qu'avec le système par répartition, les actifs d'aujourd'hui payent les retraites de maintenant, et c'est un pacte entre générations. Les actifs d'aujourd'hui, quand ils seront retraités, eux aussi. Alors, et on peut faire deux objections immédiates, parce que c'est assez simple à comprendre. Pendant la période désignée, il y a moins d'actifs par rapport aux inactifs. Mais la quantité de richesse produite par ces actifs est infiniment supérieure à ce décalage. Par conséquent, si vous prenez l'économie comme un tout, vous voyez bien que la part de ce qu'il est possible de répartir est plus grande. Oui, mais vous prenez l'économie comme un tout. Attendez, regardez les ressources pour les retraites. Ne vous inquiétez pas, je vais répondre à tout. Bon, ça veut dire que si on change la façon avec laquelle cette richesse est répartie, on y arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? Si au lieu d'augmenter les dividendes, les retraites chapeau des très riches dont on ne parle pas, on augmentait les salaires, on peut augmenter les cotisations sans que ce soit spoliateur pour le salarié. C'est-à-dire, là, le salaire augmente de ça et la cotise augmente de ça. Et tout le monde est gagnant, le retraité et le salarié. Savez-vous que un point d'augmentation, écoutez-moi, un point d'augmentation du salaire, c'est 2,5 milliards. Hein. Il y en a des sous dans ce pays, vous inquiétez pas. Par conséquent, ça c'est un faux argument. Moi, ma fiche de paye, c'est pas l'État qui la signe, c'est aux employeurs d'augmenter les salaires. Donc comment vous allez faire? Il faut que les employeurs répartissent différemment la richesse qui est produite. L'employeur, moi je parle pas de votre chef de rédaction, je parle du propriétaire de cette chaîne et de la manière avec laquelle lui répartit les sous qui rentrent entre les actionnaires et les salariés. Aujourd'hui la proportion c'est 70-30, ça va, il y a de la marge, 30 pour un tout petit nombre et 70 pour tous les autres. Et encore, on est dans une répartition qui n'est pas trop mauvaise. En réalité, on est à 60-40 aujourd'hui. Donc, il y a de la marge, il y a des sous. Vous n'êtes pas surprise qu'alors qu'il prétend supprimer les retraites, les régimes spéciaux, il en retire certains, il en rajoute d'autres. Enfin, on ne sait plus où on en est. Mais pourquoi il ne parle pas des retraites chapeau? Vous savez, ces retraites qui sont données aux super dirigeants, qui ne foutent plus rien. C'était déjà des parasites avant, mais ça continue après. Après, on les paye. Pourquoi on ne supprime pas ça? Pourquoi on ne les met pas à contribution? Il y a une annonce d'Édouard Philippe, justement, pour les plus hauts revenus. On va réécouter vraiment les mots précis d'Édouard Philippe pour que vous puissiez bien y réagir. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les éditorialistes. Pas pour moi. Jusqu'aux 120 000 euros de revenus annuels, tout le monde cotisera au même taux pour s'ouvrir des droits dans la limite de ce montant. Et au-delà de ce montant, les plus riches paieront une cotisation de solidarité plus élevée qu'aujourd'hui, qui financera non pas des droits supplémentaires pour eux, mais des mesures de solidarité pour tout le monde. Donc les plus hauts revenus qui participeront davantage au régime de solidarité. Ça pourrait être une mesure Mélenchon, ça? Ça va vous surprendre, mais non. Pour qu'un système fonctionne, il faut qu'il soit vraiment universel. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde y trouve son compte. Qu'est-ce qui va se passer là? Au-delà d'une certaine somme, c'est-à-dire 10 000 euros bruts par mois. Bon, c'est une belle somme, hein, on ne va pas dire le contraire.
Eh bien, si celui ou celle qui a cette somme veut maintenir son pouvoir d'achat à la retraite, c'est-à-dire dans 20 ans, dans 30 ans, etc., il faut que maintenant, ils mettent des sous dans un fonds de pension. C'est ça le but de l'opération, c'est pousser les gens. Comme ça. Allez au... Bon, c'est la vérité, c'est ce qui va se passer. Mais c'est pas dit comme ça, on est toujours dans un système par répartition, pas par capitalisation. Écoutez-moi, mais vous n'avez pas fait attention à ce que je dis. Au-delà, dire celui qui veut maintenir son revenu, il ne peut plus aller au régime général, il ne va pas le demander, il sait déjà ce que ça va être. Donc, s'il veut maintenir un revenu qui corresponde à son salaire, il va falloir qu'il aille au fonds de pension pour aller cotiser, pour avoir le supplément qu'il espère. Alors, M. Macron, qui est malin, a fait voter dans une loi précédente que toutes les cotisations de ces gens-là, ils les retireront de leurs impôts. Autrement dit, c'est tous les autres qui vont payer à leur place. Donc, leurs cotisations seront retirées des impôts, et quand arrivera la pension, hein, alors là, deuxième miracle, à 70%, il n'y aura pas d'impôt dessus. C'est donc une incitation à aller au fonds de pension et un privilège de plus. Alors on vous le présente en vous disant « Ah ben vous voyez, en plus, ils vont donner des sous pour les autres. » Déjà, ils vont pas être très contents de faire ça. Mais c'est pas vrai. Ce qui compte, c'est le résultat. Mais la vérité, c'est que c'est très mauvais, madame. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour payer ces cotisations, il ne faut pas vous figurer que c'est des petites cotises, hein. Il faut cotiser beaucoup pour avoir du supplément. C'est donc maintenant qu'ils vont avoir moins d'argent. Et c'est donc maintenant qu'ils vont moins consommer. Et c'est donc maintenant que ça va nuire à l'économie dès que la mesure s'applique. Voilà pourquoi il ne faut jamais se laisser attraper comme des mouches par les jolies cuillères. Vous proposez quoi en fait? Donc vous dites qu'il faudrait que chacun augmente les salaires, mais au-delà de ça, quel est le système que vous proposez? Moi, la retraite par répartition, 40 annuités, on s'arrête à 60 ans. Il n'y a pas une seule pension inférieure au seuil de pauvreté, et personne, quand il a une retraite complète, ne touche moins que le SMIC. On l'a dit tout à l'heure, c'est injuste pour les femmes, 42% d'écart entre les pensions des femmes et des hommes. Comment vous financez votre système et comment vous changez les injustices? Et je sais le financer, alors je peux vous donner plein de solutions. Par exemple, payer les femmes comme les hommes, et vous aurez assez de cotisations. On en revient toujours au salaire. Eh bien oui, si vous payez les femmes comme les hommes, vous aurez donc des cotisations supplémentaires et le régime sera d'équilibre. Ensuite, je vous ai dit augmenter les salaires. Écoutez, on peut quand même augmenter les salaires dans un pays qui se flatte d'avoir le plus grand nombre de millionnaires de toute l'Europe et qui distribue chaque année des sommes dans les dividendes absolument incroyables. On en prend une partie. Votre système par répartition, on part à la retraite à 60 ans, vous le financez comment? C'est ce que je viens de vous dire, il me semblait, je recommence. Vous dites que ça passe uniquement par les salaires, augmenter les salaires? Mais c'est qu'est-ce que le salaire? C'est une part de la richesse produite. Il faut arrêter de rêver, il faut être dans le réel. Dans le réel, les gens produisent, et puis on répartit ce qu'ils ont produit. Et on répartit aujourd'hui moins du côté du travail que du côté du capital. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va priver le capital d'absolument tout revenu. Je pourrais. Mais je ne le dis pas. Je dis simplement qu'il faut améliorer les salaires, augmenter les salaires, parce que chaque fois que vous augmentez les salaires de 1%, vous rentrez 2,5 milliards de cotisations sociales pour les retraites. Par conséquent, c'est pas très difficile d'arriver à voir de combien il faut augmenter les salaires. Et si vous augmentez les salaires, vous augmentez la cotisation en même temps, et tout le monde est content. Écoutons les autres réactions aux propos du Premier ministre. Dans ses caches, où Olivier Delamarche est interrogé par Estelle Farge, puis dans le média. Bonjour, aujourd'hui on va vous parler des retraites. Bonjour Estelle. Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de CKH. Après 6 jours de grève et de manifestations contre le projet de réforme des retraites voulu par le gouvernement, Édouard Philippe, le Premier ministre, a dévoilé mercredi 11 décembre devant les membres du Conseil économique, social et environnemental l'architecture globale de la réforme. Alors que contient ce texte? Pour le savoir, on regarde le tiroir cache d'Antoine Vassas. La France est dans la rue depuis le 5 décembre, ça gronde. Syndicats, gilets jaunes, publics, privés, tout le monde est en colère. Et Paris et d'autres villes se retrouvent paralysés entre transports en grève et bouchons. Mais tout ça, c'est bientôt un mauvais souvenir. Édouard Philippe a enfin présenté sa réforme en détail et on a tout compris. Et en fait, tout va bien. Ou presque. Les 42 régimes de retraite vont se transformer en un seul, ce qui acte définitivement la fin des régimes spéciaux pour les cheminots, la fonction publique et autres. Le régime sera bien un régime par points. La valeur sera, selon Édouard Philippe, alignée sur les salaires et validée par les partenaires sociaux puis par le Parlement. L'âge de départ à la retraite n'est pas repoussé, non, mais un âge pivot est instauré.
Concrètement, vous devrez travailler jusqu'à 64 ans pour toucher une retraite à taux plein. Si vous partez plus tôt, vous toucherez moins. Si vous partez plus tard, vous toucherez plus. Ça ressemble à une modification de l'âge de départ à la retraite. Ça en a le goût, mais c'est pas du tout la même chose. Et ce n'est pas tout. Il y aura une prise en compte de certains critères. Si vous avez des enfants, par exemple, et surtout la pénibilité. Bon, ok, on n'a pas vraiment eu de précision sur comment, mais on est sûr que ce sera pris en compte. Pour certains fonctionnaires, il y aura quand même des dérogations. Là aussi, on ne sait pas trop pour qui. Les parlementaires, peut-être. Bon alors, convaincus? Non? En tout cas, ce n'est pas le cas des syndicats qui ont appelé à poursuivre le mouvement. Olivier, quel regard vous portez sur ces annonces d'Édouard Philippe? Une réforme de plus où tout le monde va perdre, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'ils vous disent qu'ils vont garantir la valeur du point. On sait très bien ce que valent les garanties de l'État. Pas grand-chose. Donc, quand il y en aura besoin, ils réduiront le point, ce qui reviendra à réduire les retraites. Bon, ça, c'est acté, je dirais presque, sur le fait que ça ne va pas satisfaire les gens qui sont déjà en grève, ça me paraît être une évidence. Alors évidemment, là aussi, on avance et on recule en même temps, c'est-à-dire comme la célèbre phrase de République En Marche, c'est toujours du en même temps, on touche aux régimes spéciaux, sauf aux régimes spéciaux de la police, parce que il faut quand même qu'ils soient motivés pour défendre l'Élysée, coûte que coûte. Et les militaires, bah oui, mais parce que ce gouvernement a tellement peur de ce qui se passe et a tellement peur de se faire virer que, je ne sais pas si vous êtes passé récemment devant l'Élysée, mais c'est un blocos maintenant. Hein. Alors Olivier, cette réforme, elle est critiquée non seulement par les syndicats, mais aussi par l'opposition. Et vous parliez justement de la valeur du point. Regardez, par exemple, ce tweet de Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat. Faire croire, comme le gouvernement le fait, que la valeur du point ne pourra pas baisser parce qu'il sera inscrit dans la loi, c'est prendre les Français pour des imbéciles. Chaque loi de finances sera l'occasion pour les futures majorités de revenir sur cette valeur. Il est clair qu'il est impossible pour le gouvernement de garantir la valeur de ce point, justement. C'est comme toutes les garanties, si vous voulez. Ça n'est garanti que pour ceux qui y croient, c'est tout. C'est les promesses. À chaque fois, évidemment, ils ne vont pas vous dire au moment où ils font la loi que ce point va baisser, parce que sinon, c'est pas 2 semaines de grève que vous allez avoir, c'est 6 mois de grève. Donc, évidemment, ils vous disent que c'est garanti, et évidemment, ils ne pourront pas la tenir, la garantie, parce que vous avez des hypothèses là-dedans qui ne sont absolument pas prises en compte. C'est-à-dire qu'on vous dit toujours, on va partir d'hypothèses où vous n'avez pas de récession, où vous avez de la croissance. Ensuite, on va prendre pour hypothèse qu'il n'y a pas d'augmentation du chômage, parce que si vous avez une augmentation du chômage, bah, évidemment, tout votre petit montage n'existe plus. Et puis, enfin, jamais on ne prend en compte la démographie. Il y a un vieillissement du pays. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de dépendance, c'est-à-dire de nombre de gens qui dépendent des cotisations versées par les actifs. Or, aujourd'hui, on entend beaucoup de bêtises. On parle d'un ratio de dépendance qui est de 1,7, c'est-à-dire vous avez 1,7 actifs pour un dépendant. Or, ce ratio est déjà faux. Et or, on parle de ça et on le considère stable sur la durée. Or, il est déjà faux parce que si vous prenez en compte le vrai taux de chômage aujourd'hui, qui n'est absolument pas pris en compte, dans le calcul, on ne prend que la classe d'âge. Si vous prenez en compte les gens qui ne travaillent pas, donc qui ne payent pas pour la retraite, eh bien, à ce moment-là, vous êtes plutôt à 1,30, ce qui veut dire que il y a déjà, dans une dizaine ou une quinzaine d'années, vous allez être à 1. Donc vous aurez un dépendant pour un actif. Moi, je pose la question, comment on fait ? Merci Olivier, c'est la dernière émission de l'année et c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver nos précédents numéros sur Internet à l'adresse rtfrance.tv. N'oubliez pas non plus les podcasts et vous pouvez aussi réagir aux émissions sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTCash pendant les 2 prochaines semaines. N'hésitez pas à jeter un œil au best-of qui réunit les meilleurs moments de l'émission. On vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Olivier, le dernier mot.
Le dernier mot, écoutez, tous les ans, je me dis, on va toucher le fond et on va rebondir. J'espère que pour 2020, on va rebondir et qu'on a réellement touché le fond cette année. Sur quelle planète vit donc Édouard Philippe? La question se posait hier mercredi, dès les premières minutes de son discours sur les retraites. Je voudrais dire que cette réforme, cette refondation, n'est pas une bataille. Je ne veux pas de cette rhétorique guerrière. Et la question n'est pas de savoir si le gouvernement va tenir, si certains syndicats vont gagner, si d'autres vont perdre. Il n'y aura ni vainqueur, ni vaincu. N'en déplaise au Premier ministre, c'est bien une guerre qu'il livre, et l'injection préalable d'anesthésie que n'y change rien. Il s'agit d'une guerre pour livrer notre système de retraite au fonds de pension. Le 5 décembre, les Français l'ont dit, et de quelle manière, ils ne veulent pas abandonner le système actuel pour un système qui les appauvrira. Alors, pour fissurer le mur des oppositions sur lequel ils risquent de se fracasser, le gouvernement fait le pari de l'égoïsme. C'était tout l'enjeu de l'exercice de communication de mercredi, expliquer que la réforme ne touchera pas tous les Français et que ceux qui seront concernés ne le seront pas de la même façon, avec le secret espoir que les catégories qui sont plus ou moins épargnées par la lame de la guillotine se désolidarisent des autres. Voilà pourquoi le projet de réforme ressemble déjà à une usine à gaz. Je résume. Ceux qui sont à 17 années ou moins de la retraite conserveront leur régime. Ceux qui sont nés entre 1975 et 2003 inclus auront droit à un panachage, calcul en trimestre jusqu'en 2025, calcul en points après. Quant aux ados d'aujourd'hui, ceux qui souffleront leurs 18 ans en 2022, ils entreront directement dans le système à points. Ce n'est plus une réforme, c'est un salami que l'on débite en tranches. Il prend les gens pour des imbéciles. Il croit que les gens vont se diviser sur la génération. Moi, je crois que c'est pas ça qui anime les gens aujourd'hui. C'est pas seulement, j'allais dire, leurs intérêts particuliers, c'est aussi l'intérêt général du pays et des salariés. Aujourd'hui, il nous a fait un espèce de numéro d'entourloupe, comme il sait le faire. Il est brillant à ce niveau-là, il faut le reconnaître, mais c'est un numéro d'entourloupe qui veut faire passer un projet de recul civilisationnel où les gens ne sauront jamais à quel âge ils pourront partir à la retraite et avec quelle pension pour un progrès social. Comment ce subterfuge pourrait fonctionner? Car au détour de ces envolées cauteleuses, le Premier ministre a annoncé que l'âge de la retraite était reculé. Le gouvernement compte donc reprendre la proposition du rapport du haut-commissaire qui consiste à instaurer au-dessus de l'âge légal un âge d'équilibre avec un système de bonus-malus. Le Conseil d'orientation des retraites nous dit qu'il faudrait fixer cet âge à 64 ans en 2025. Certes, l'âge légal est toujours de 62 ans, mais pour partir sans décote, il faudra attendre 64 ans. Ce qu'on nous confirme, c'est un système par points, c'est un âge dit d'équilibre de 64 ans, et en plus, pas de suppression de la décote. Donc très concrètement, le basculement vers un système qui va paupériser les retraités et qui va pénaliser les femmes est tout à fait à l'œuvre et confirmé par le gouvernement. D'ailleurs, la colère va vite grandir. J'ai entendu M. Berger, qui est à la tête de la CFDT et qui était quand même celui qui était le plus à l'écoute, lui-même, après avoir écouté le Premier ministre, est clairement en colère. Et oui, Laurent Berger, le patron de la CFDT, dernier soutien du gouvernement, a tiré sa révérence à peine le discours du Premier ministre achevé. La CFDT avait fixé une ligne rouge. Cette ligne rouge, c'était la réforme paramétrique, le fait qu'il n'y ait pas de mesure d'âge pour obliger à travailler plus longtemps. Deuxièmement, dans cette réforme, les mesures sociales qui sont annoncées sont insuffisantes, notamment sur la question de la pénibilité. La CFDT avait prévenu, pas question d'accepter un recul de l'âge de la retraite sous quelque forme que ce soit. Le syndicat appelle donc à manifester avec les autres centrales le 17 décembre. La CFDT considère que le compte n'y est pas. L'ensemble des organisations syndicales vont être renforcées dans leur mobilisation. La CGT, l'ensemble des organisations vont se mobiliser très fort parce que c'est un copier décalé du rapport Delvoye, rien de nouveau sous le soleil. En réalité, la liste des exceptions qui a été dressée par le Premier ministre tout au long de son discours constitue pour nous un aveu de la nocivité de cette réforme. Ces exceptions, c'est le maintien des régimes spéciaux pour les pompiers, policiers, gendarmes et militaires. Et une hypothétique revalorisation du traitement des enseignants qui perdront énormément avec le nouveau mode de calcul des pensions.
Comme le Premier ministre s'est aperçu que cette réforme unique au monde ferait tellement de perdants, il aujourd'hui enclenche un certain nombre de manœuvres destinées à compenser les pertes, notamment je pense aussi aux professeurs, dont évidemment l'aspect budgétaire, les rémunérations des professeurs, budgétairement, c'est pas bouclé cette affaire-là. Donc il n'y a rien en réalité derrière tout ça d'assuré pour les Français. La seule chose qui soit assurée, c'est l'âge pivot. Et c'est la retraite à points. Et de cela, les Français n'en veulent pas parce qu'ils ont bien vu ailleurs ce que ça pouvait donner. De fait, la seule universalité qui apparaît pour l'instant dans le projet gouvernemental, c'est que tous les Français vont devoir travailler plus longtemps. Si nous devions résumer en une phrase le projet du gouvernement, c'est soit vous travaillez plus, soit vous gagnerez moins. Sur le plan des progrès sociaux, c'est à tout le moins extrêmement flou. Sur les femmes, sur la pénibilité, songez que s'il s'agit de mettre en place pour tout le monde un système de réparation, le compte n'y est pas. Quand on est dans le flou absolu s'agissant des fonctionnaires et en particulier des enseignants, parce que vous avez bien compris en lisant entre les lignes que ça ne sera pas une augmentation de rémunération pour les enseignants sans contrepartie. Il y aura des contreparties au versement des primes. Il y aura des contreparties en termes d'organisation du temps de travail. Il y aura peut-être même, et on a déjà entendu cette ancienne, moins de fonctionnaires prétendument mieux payés. Mais sur ce sujet comme sur d'autres, on n'a pas voté pour un deuxième mandat Sarkozy. L'intervention du Premier ministre se solde par un échec. Emmanuel Macron, Édouard Philippe et le gouvernement sont désormais seuls. En réalité, le gouvernement est resté un gouvernement droit dans ses bottes, qui n'a pas évolué, et aujourd'hui c'est un gouvernement minoritaire. Un gouvernement qui n'a plus le soutien que de l'unique MEDEF. Il n'a plus aucun syndicat qui soutienne la réforme qu'il veut promouvoir dans les prochains mois. Cette stratégie a un nom pour Nicolas Dupont-Aignan. Ce gouvernement joue la politique du pire, met de l'huile sur le feu, ne respecte même pas les engagements présidentiels d'Emmanuel Macron, en passant en fait le départ à la retraite à 64 ans. Mais les gens n'ont pas de boulot entre 59 et 64. Alors ils vont faire quoi ? Donc cela veut dire une baisse massive des pensions de retraite, aucune écoute sur les dangers du système à points. Ce qui pour moi est insupportable, j'ai tout écouté, c'est cette hypocrisie, c'est-à-dire ces bons sentiments déversés qui dégoulinent, alors même que c'est une des réformes les plus scandaleuses et les plus dures qui soient. Et oser faire appel au Conseil national de la résistance, quand on démolit le Conseil national de la résistance comme il le fait, j'avoue que les bras m'en tombent. Notamment l'affaire des 300 000 plus hauts revenus qui ne participeront plus au régime général. 3 milliards de cotisations en moins pour le régime général, qui vont aller direct dans les fonds de pension américains. Je ne sais pas si les Français réalisent la gravité de ce qui se passe. C'est d'une hypocrisie, c'est d'une manipulation terrible. En vérité, c'est une baisse massive des retraités, pilotée par l'Union européenne, pilotée par les fonds de pension américains, qui va aboutir à introduire la capitalisation dans notre pays. C'est ça la réalité. Macron se nourrit du conflit social et il pense qu'en bloquant le pays, il va gagner quelque chose. Emmanuel Macron joue la poursuite de son entreprise de destruction du pacte social sur ce conflit. Et au-delà, sa réélection en 2022. Qu'on ne s'y trompe pas, la présidentielle vient de commencer. Mais il y a aussi l'affaire Delevoye. Le conflit d'intérêts est évident. Delevoye, père de la réforme, a fini par démissionner. Dimanche, la journaliste du Parisien, Catherine Gasté, a révélé que Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux retraites, avait omis de mentionner une de ses activités dans sa déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le monsieur retraite du gouvernement était en effet administrateur bénévole de l'Institut de formation de la profession de l'assurance, l'IFPAS. Plus que gênant, car les assureurs lorgnent sur le gâteau des retraites depuis longtemps. Le conflit d'intérêts est patent. Ce n'est pas la seule casserole de Jean-Paul Delevoye. Mardi, il a démissionné de son poste de président d'honneur d'une association de lobbying, Parallax, qui promeut l'enseignement privé. Il a d'abord soutenu qu'il ne s'agissait pas d'une activité professionnelle, avant de reconnaître qu'il touchait plus de 5 300 € par mois pour ce poste. Ses collaborateurs ont précisé mercredi soir qu'il a remboursé les sommes perçues depuis qu'il a été nommé au gouvernement en septembre et qu'il s'apprête à rembourser les sommes encaissées depuis sa nomination en 2017. Autour de 140 000 €. En Suède, où pour le plus grand malheur des retraités, le système à points est appliqué, Jean-Paul Delevoye aurait été contraint de démissionner. Mais on est en France, le pays où le président de l'Assemblée nationale, quoique mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans le dossier des mutuelles de Bretagne, peut continuer à siéger tant c'est
un député de l'opposition. Quoi qu'il en soit, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a annoncé mercredi qu'elle poursuivait ses investigations sur les activités et le patrimoine du haut-commissaire aux retraites, ce qui fait grincer bien des dents au gouvernement. Le gouvernement avait fait bloc derrière M. Delevoye jusqu'à encore hier, et que là, il a été obligé de sans doute le laisser tomber, et même de lui demander d'accélérer la démission, puisqu'on a appris que sur saisine de l'association Anticor, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s'apprête, semble-t-il, à transmettre au procureur de la République un dossier pour un examen plus approfondi de la situation de M. Delevoye. Je rappelle que tout ceci, ce n'est pas une indignation factice. La réglementation de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas fait pour les chiens. C'est fait justement pour empêcher les connivences entre ce petit monde. C'est fait justement pour être certain que quelqu'un va juger en fonction de l'intérêt général et non pas en fonction d'un intérêt particulier. Je rappelle que quelqu'un qui ment, qui fait des déclarations délictueuses ou qui fait des mensonges à la Haute Autorité est passible, si ensuite c'est transmis à un juge d'instruction, c'est passible d'aller jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Et puis je rappelle qu'à partir du 3 septembre 2019, M. Delevoye étant nommé membre du gouvernement, l'article 23 de la Constitution interdit formellement toute autre activité qu'être membre du gouvernement, a fortiori une activité rémunérée. Ça veut donc dire que du 14 septembre 2017 jusqu'au 3 septembre 2019, Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont nommé M. Delevoye à un poste en parfaite connaissance du fait qu'il était en lien étroit avec des sociétés d'assurance. C'est d'ailleurs pour ça qu'il l'avait nommé. Des sociétés d'assurance, une petite oligarchie financière, un petit microcosme. C'est pour ça qu'il l'avait nommé. On a lu d'ailleurs, j'ai trouvé assez amusant, j'ai lu dans une gazette que, paraît-il, Nicolas Sarkozy aurait dit à Emmanuel Macron « Ne nommez pas Delevoye, ce type-là, c'est un zéro ». Alors je vous renvoie à la gazette en question. Donc malgré cette mise en garde de Nicolas Sarkozy, je ne dis pas ça d'ailleurs pour blanchir Nicolas Sarkozy, qui lui-même a des soucis judiciaires, mais enfin c'est un fait, que Emmanuel Macron a été dûment mis en garde sur cette affaire, et il a nommé ce type-là pendant 2 ans pour faire le rapport des retraites, qu'il a d'ailleurs effectué. Et c'est pas parce qu'il démissionne maintenant que ça vient modifier le fait qu'il a fait un rapport sous l'influence des cercles avec lesquels il est en contact. Et puis à partir du 3 septembre 2019, lorsque Emmanuel Macron et Édouard Philippe signent le décret en Conseil des ministres de nomination de M. Delevoye, eh bien il bafoue tout simplement, il piétine l'article 23 de la Constitution de la République. Le président de la République, Emmanuel Macron, et son Premier ministre ont pris la décision par le décret du 3 septembre 2019 de nommer au gouvernement un membre, quelqu'un qui était membre de conseil d'administration et qui continuait à être rémunéré en violation outrancière de l'article 23 de la Constitution. Alors dans ces conditions, on fait quoi ? Delevoye, maintenant, part sans doute à la retraite. Encore qu'on n'en sait rien, il va sans doute retrouver tous ses émoluments. Deuxièmement, il faut absolument que le gouvernement arrête ce projet des retraites. Cette affaire va de nouveau enflammer la population à juste titre. Troisièmement, la responsabilité de M. Philippe, du Premier ministre, est totalement engagée dans cette affaire. Mais la responsabilité du président de la République aussi. Le président de la République devrait demander la démission du Premier ministre, ou celui-ci devrait avoir, la rectitude de présenter sa démission. Je vois d'ici certains de gauche qui vont dire on va déposer une motion de censure. Ils pourraient le faire d'ailleurs. Ils auraient raison de déposer une motion de censure. Mais il y a mieux que la motion de censure, parce que de toute façon elle n'aboutira pas comme toutes les motions de censure qui ont déjà été déposées. Il y a mieux, c'est de lancer la procédure de destitution du président de la République. Mais même si cette procédure n'arrivait pas jusqu'à son terme, imaginez l'image de Macron dans le monde entier lorsque l'on saurait que le président de la République française fait l'objet d'une procédure de destitution. Même si cette procédure, au bout du compte, n'arrive pas jusqu'à son terme,
le lancement d'une procédure de destitution. Et l'on pourrait avoir facilement 150 si les Républicains, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, France Insoumise, le Rassemblement National, Debout la France, également les députés non inscrits comme monsieur Jean Lassalle. Jean Lassalle, allez-y, c'est le moment. C'est le moment de montrer que vous représentez le peuple, pas uniquement en racontant des histoires drôles. C'est le moment que tout le monde s'y mette en défendant les gilets jaunes, en défendant l'ensemble des Français qui en ont assez de cette mafia qui a pris le pouvoir. Il faut maintenant lancer la procédure de destitution. Vous êtes peut-être d'accord avec ce qui a été dit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous avez écouté les arguments. Dans les deux éventualités, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soyez gentils, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à C'est dans l'air, vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit, et ça nous encourage.